Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, c'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes en situation de handicap qui ont construit leur propre trajectoire. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Elora. Alors Capucine, pourrais-tu commencer par te présenter? Oui, je m'appelle, Capucine. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je suis, illustratrice indépendante depuis, 2024 et je suis installée en Gironde, à côté de Bordeaux. Est-ce que tu veux bien, Capucine, nous parler de tes handicaps et comment ça se passe pour toi au quotidien? Oui, alors, moi j'ai, des lombalgies, chroniques suite à un accident, de la voie publique que j'ai eu en 2013. Donc ça fait 13 ans, cette année et depuis cet accident de la vie, j'ai des séquelles en quelque sorte et ça me donne en fait des douleurs, au quotidien avec des phases, de douleurs qui sont parfois plus importantes. Ça peut me rendre beaucoup plus fatiguée. Alors justement, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur les obstacles, dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle? En quoi ça influence ton quotidien? Alors mon handicap, il a influence sur beaucoup de points. Ça peut être, ma concentration, ça peut être la fatigue, ça peut être aussi, mes humeurs, la gestion de mes émotions. Le moral, il peut être, beaucoup impacté. Ça peut être, parfois avoir le sentiment d'être un peu, au ralenti alors que dans la tête, on a envie de faire, plein de choses, mais le corps, il suit pas forcément et au niveau du travail, ça demande, certaines adaptations. Justement, Capucine, est-ce que tu as toujours été illustratrice ou tu as commencé par autre chose? Alors oui, j'ai fait autre chose avant. J'ai d'abord fait un bac STI arts appliqués à Nantes, puis un BTS design produit à Strasbourg. J'ai terminé avec un master en design produit à l'école Boulle de Paris et quand je suis sortie de mes études, je suis devenue assistante designer et très vite, je me suis rendu compte que ma santé et aussi, la question de mes valeurs dans le travail, c'était compliqué sur Paris. À partir de là, je suis partie en Gironde dans l'espoir de trouver un meilleur rythme de vie qui soit plus adaptée à ma situation de santé D'accord. et à mes espérances aussi professionnelles, voilà, surtout sur la question de valeurs. J'ai été graphiste, j'ai quand même fait une année, de pause, une année où j'ai été assistante d'éducation pour me concentrer sur mon projet de BD. C'est qu'en fait, ma vie est faite de plein de chemins qui vont tous au même endroit. Donc, en fait, quand j'étais étudiante, j'avais déjà aussi un travail en parallèle où j'étais déjà indépendante. J'avais mes premiers clients quand j'étais étudiante. Quand je suis arrivée en master à Paris, j'ai fait ma première année et arrivée à la fin de ma première année, j'ai eu mon accident de voiture du coup en 2013 et c'est là que j'ai commencé à écrire une bande dessinée sur mon accident de voiture, sur la résilience. D'accord. Et au début, je savais pas du tout que je parlais de handicap. C'est vraiment en l'écrivant finalement que je me suis rendu compte de ce que je vivais. Et malgré tout, je me suis forcée à continuer, dans le design alors que je sentais bien que la bande dessinée et l'illustration, c'était ce qui me passionnait le plus. C'était aussi mon rêve d'enfant, à la base. Donc c'est une passion. C'est ça, c'est une vraie passion, c'est ce qui, moi, m'anime, au quotidien, c'est l'illustration. C'est raconter des histoires. J'ai écrit cette BD et en fait, cette BD, ça a un peu été le fil rouge, tout au long de ma vie pendant mes expériences professionnelles. Parce que malgré que j'avais trouvé ma voie sans trop le savoir, j'ai continué, voilà, mes études, mon master, le travail, et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, j'avais ce projet-là qui revenait constamment et quand je suis arrivée en Gironde, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver cet équilibre que j'espérais. C'était un petit peu la désillusion, en fait. Je quittais Paris pour les contraintes, physiques, donc le rythme de travail, le rythme des transports en commun. C'était très compliqué pour moi. Et quand je suis arrivée en Gironde, on a trouvé une location. On voulait pas être en ville, on voulait être en campagne, mais en fait, je ne trouvais pas de boulot en campagne dans mon métier. Donc, je faisais énormément de routes pour aller travailler. J'ai trouvé un premier travail qui était à plus d'une heure de route de chez moi. Donc, autant vous dire qu'avec des lombalgies chroniques, ça passe pas. J'ai quand même tenu 8 mois, parce que je faisais un remplacement congé maternité, donc c'était de base un petit contrat.
Et très vite, je me suis dit alors eux ont voulu me garder, mais clairement pour moi, c'était pas possible physiquement. Donc très vite, je me suis dit: «C'est pas possible en fait, il faut que je fasse autre chose». Donc là, j'ai pris une année, c'était alors pour vous redonner un petit peu les dates, en 2013, j'ai eu mon accident, j'ai passé mon diplôme, mon master en 2015. J'ai quitté Paris en 2017 et en 2018, c'est là que j'ai fait ce travail-là qui finalement m'a pas du tout aidée sur le plan santé. Et ensuite en 2018-2019, j'ai trouvé un je me suis dit: «Bon, là, c'est pas possible, il faut que tu te concentres sur ta santé». J'avais des grosses inflammations qui m'handicapaient, que ce soit dans ma vie personnelle comme professionnelle. C'était vraiment des douleurs, qui étaient difficiles à supporter. Donc je faisais beaucoup de kiné et pour réussir à me concentrer sur ma vie, personnelle et réduire les trajets en voiture, j'ai choisi d'être assistante d'éducation pendant une année. D'accord. Donc je suis rentrée dans un collège. En fait, ce travail-là m'a permis de prendre du recul sur, voilà, sur ma vie et comme j'avais les vacances scolaires et que j'étais qu'à un mi-temps, ça m'a permis de reprendre mon projet de bande dessinée. Quand j'ai fait ma BD qui s'appelle, Putain de chevreuil, au début, comme je vous disais, je savais pas vraiment que je parlais de handicap, en fait, parce que moi, j'avais jamais connu ça. Je faisais partie des gens qui avaient aussi des préjugés sur le handicap dus à l'imaginaire collectif, culturel, voilà, l'éducation, tout ça. Et je pense que quand on n'a pas vécu le handicap et qu'on a vraiment personne autour de nous qui a de handicap, je pense que c'est difficile de s'imaginer ce que quelqu'un peut vivre dans son quotidien. Et moi, bah, du coup, je l'ai vécu et c'est ça que j'écrivais dans ma BD et que je ne comprenais pas spécialement, aussi parce que je l'acceptais pas. Les personnes qui m'ont fait remarquer que je parlais de handicap, ce sont des entreprises qui ont commencé à me contacter. Donc pendant que je faisais que mes études, que j'étais en convalescence, je vivais ma petite vie entre étudiante puis travail, au fur et à mesure, j'avais des entreprises qui venaient toquer à ma porte en disant: «On a vu, vos planches, sur, votre blog, on aimerait sensibiliser nos salariés au handicap». Et c'est là que je me suis dit: «Ah oui, en fait, je parle de handicap». C'est toutes ces rencontres ensuite qu'on suivi, qu'on fait que je me suis intéressée au sujet du handicap, aux préjugés que les autres avaient sur moi et que moi-même je pouvais avoir sur moi-même. Et en fait, cette BD, c'était un peu comme un projet de fond qui était, vital. À chaque fois quand je m'en éloignais, j'allais pas bien. C'est comme si c'était quelque chose que je devais aboutir et qui faisait complètement partie de mon processus d'acceptation. Donc quand je me suis mise à ED, je me suis dit: «Là, c'est le moment, j'ai du temps pour moi enfin, j'ai du temps pour ma santé, je vais pouvoir me concentrer sur ma BD». Et c'est cette même année, du coup, que j'ai participé au concours de la Fondation de France, bah, le même que toi, et Laura. Et donc j'ai été, lauréate du concours Déclic Jeunes Talents de 2019. Et en fait, j'y croyais pas trop au début quand je l'ai fait. C'était un peu un espoir et ça a été pour moi une expérience très difficile parce que comme cette BD, elle était thérapeutique et qu'en même temps, au fur et à mesure des années, je voyais bien qu'elle pouvait trouver un public et que surtout elle pouvait participer à changer les regards sur le handicap. Participer aussi à changer les regards sur la résilience, parce que tout ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas toujours plus forts. Ça peut aussi révéler nos fragilités et ça, je m'en suis rendu compte vraiment avec l'écriture et en fait, ça m'a donné de l'élan. Ce concours, ça m'a je me suis dit que j'étais capable de faire, que ce projet, il avait aussi une utilité pour les autres. Ça a été une révélation pour toi. C'est exactement ça, ouais. Ce concours, ça a vraiment été une révélation sur ma capacité à faire ce projet, à aller au bout. Ça m'a donné de l'élan. Est-ce que tu l'as ressenti comme un soutien? Est-ce que pour toi, d'avoir passé et d'avoir remporté ce concours, tu le considères comme un soutien pour justement t'aider à aller plus loin? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont soutenu pour réaliser, cette passion, ce rêve? Oui, en fait, le concours en lui-même a été un vrai soutien. Après, de base, moi, j'ai eu cette chance aussi d'avoir, mon entourage derrière moi. Mes parents principalement, mon frère et encore plus mon conjoint et le reste de la famille. J'ai vraiment eu des personnes qui m'ont poussée et d'ailleurs sur cette BD, à chaque fois, c'était: «Bon alors, quand est-ce qu'elle est finie cette BD? Quand est-ce qu'on va la lire?» Et je dirais que le concours, il y a le cercle familial, personnel, qui est un très bon soutien ou qui peut être en tout cas un très bon soutien et il y a d'autres vraies personnes qui sont, extérieures, qui ont une, reconnaissance ou voilà, qui sont des professionnels, de renom
ou comme, la Fondation de France, par exemple. Et pour moi, ça a été, d'avoir cette reconnaissance-là, d'un seul coup, ça m'a donné confiance en moi. Bien sûr. Ça m'a permis de confirmer que ce que je faisais, c'était utile et que j'en étais capable. Et après, j'ai eu d'autres personnes, en effet, qui m'ont soutenue et qui m'ont poussée. Quand j'étais étudiante à l'école Boulle et que j'ai dû m'arrêter, j'ai dû être en convalescence pendant une année. J'ai été, quelques mois en fauteuil roulant. Après, j'avais ma canne. Ça a été assez long, ça a duré bien, une bonne année. Mais j'arrivais pas à m'arrêter. Il fallait que je fasse. Je supportais pas rester chez moi, faire juste du kiné, aller marcher, et il fallait qu'intellectuellement, je continue de travailler. Donc j'ai trouvé un stage. J'ai trouvé un stage au studio Pauline Deltour. C'était une designer, incroyable qui m'a ouvert, les portes de son atelier et ça, c'était entre fin 2014-2015. Alors ce stage, Capucine. Alors ce stage, il m'a fait énormément de bien parce que quand je suis arrivée chez elle la première fois, j'étais avec ma canne, j'avais, des médicaments qui pouvaient un peu me rendre, stone par rapport aux douleurs. J'étais mentalement, détruite, mais malgré ça, en fait, je suis quelqu'un, moi, j'ai toujours le sourire, donc même si ça n'allait pas, même si j'avais très mal, aussi bien, mentalement, que physiquement, j'avais le sourire et quand elle m'a pris en stage, elle m'a acceptée avec mes défaillances et ça m'a énormément touchée et du coup, moi, je me suis encore plus motivée. Je me suis dit: «Il faut que je lui prouve que je suis capable et que je mérite d'être ici» et donc j'ai bossé avec elle, ça devait durer 3 mois et au final, je suis restée 6 mois en stage, chez elle. Ça s'est très, très, très bien passé. C'était une personne qui était, bienveillante. Quand j'allais pas bien et que j'allais m'enfermer des fois dans les toilettes pour pleurer quand je ressortais, malgré que j'avais le visage qui était complètement, défait, elle ne me disait rien, elle souriait et on continuait de travailler. En fait, elle ne m'a jamais jugée. Ils ont essayé d'adapter mon poste avec un fauteuil, des petites adaptations sur des pauses, sur, des horaires aussi et en me respectant, en fait, moi, je me suis donnée à fond, je me suis sentie à ma place et là, je me suis rendu compte que, malgré mon handicap, j'étais capable de ça et elle aussi, et son équipe aussi me soutenait beaucoup sur mon projet de bande dessinée que je faisais, toujours en parallèle. C'est vraiment super. Ça a été une manière pour toi de dépasser, tes handicaps, de croire en toi? Exactement. Ça m'a redonné confiance, en moi et ça m'a montré que, en fait, handicap ou pas handicap, en fait, on est tous capables. Alors bien sûr, avec quelques petites adaptations, quelques compréhensions et il faut aussi que les personnes, soient, voilà, soient bienveillantes, pas dans le jugement, mais au final, j'étais autant capable que d'autres personnes ou que d'autres stagiaires qu'elle avait pu avoir. Moi, l'écriture, ça m'a permis de prendre de la distance avec tout ça et j'avais même l'impression des fois quand je l'écrivais que c'était presque pas réel. Les premières malveillances auxquelles j'ai pu faire face, c'était d'abord le regard des autres, en fait. Où on ressent, en fait, le jugement et il y a une incompréhension de ce qui se passe, surtout parce que moi, mon handicap, il était, invisible. Invisible et parfois il pouvait être visible. Par exemple, quand j'avais ma canne et forcément c'était visible. Mais il y a quand même ce côté de, je suis debout, je marche. Du coup, les gens ont du mal à comprendre que je puisse avoir, un handicap. La première malveillance, ça a été d'abord des gens dans la rue, puis après à l'école, certaines personnes, certains élèves dans certaines réflexions qu'ils pouvaient faire. Par exemple, typique, hein, une des phrases qu'on m'a dit une fois, on était après l'école, on buvait un petit coup au bar et là, il y a un élève qui me dit: «Oh toi, tu as de la chance, tu mènes une vie de pacha, tu as été pendant une année en vacances». Mais en fait, pas du tout, j'étais pas en vacances, j'étais en convalescence. Donc voilà, il y a ces visions-là et après il y a dans le milieu professionnel où là, je me suis, confrontée à certains obstacles. Par exemple, le travail que j'ai fait justement en Gironde quand je suis arrivée, j'avais trouvé un travail dans une grosse entreprise et comme j'avais beaucoup de routes et que c'était épuisant pour moi, j'avais mon kiné qui m'avait dit: «Ce serait bien Capucine que tous les jours, que tu fasses au moins, 5 minutes de pause toutes les 20 minutes ou une demi-heure». Mon kiné m'avait même dit: «Si tu pouvais emmener un ballon à ton travail pour pouvoir bouger, être mobile, vu que ton travail est tout le temps assis, toi avec tes problèmes de dos, il faut que tu bouges, il faut qu'il y ait du mouvement». Et je Mmh. suis allée voir ma manager et ma manager, sa première réflexion c'était: «Ah mais non, mais Capucine, ça c'est pas possible, hein, tu peux pas, te mettre en pause comme ça,
Tu peux pas ramener un ballon, au travail, le reste de l'équipe ne va pas comprendre, ça va être la débandade. Voilà, ça c'était sa phrase. Est-ce que ta patronne savait que tu avais des handicaps, Capucine? Alors oui, elle était au courant. Moi, j'étais très transparente là-dessus. À ce moment-là, j'étais en train de faire les démarches pour avoir ma RQTH. Alors la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, même si je préfère dire de travailleur en situation de handicap. J'avais informé ma manager de mes problèmes de santé physique, mais clairement, pour elle, c'était, voilà, fallait que je sois comme tout le monde et il fallait que je file droit comme tout le monde. Donc bah, du coup, j'allais plus souvent aux toilettes et je faisais des étirements dans les toilettes. Voilà, ça c'est la petite anecdote. C'était à toi de t'adapter. Oui, voilà, c'était à moi de m'adapter. Alors du coup, bah, c'était pas très propre, mais j'enlevais mes chaussures, je me mettais par terre dans les toilettes pour faire mes étirements, j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix, sinon je tenais pas la journée. Et c'est à partir de là que tu as pris conscience que ce travail-là, dans ces conditions, ce n'était pas pour toi. Exactement. Non, j'ai compris que, bah, je devais être aussi respectée et que, OK, j'avais des soucis de santé, mais ces soucis de santé m'empêchaient en rien de faire mon travail même moins bien et même d'ailleurs à la fin, ils m'ont proposé de rester. Ils m'ont proposé un CDI et je leur ai dit non parce que derrière, bah, OK, moi je bosse très bien pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour moi? Quelles sont les conditions dans lesquelles vous me faites travailler? C'est pas tenable sur la durée. C'est pour ça que du coup, je suis partie de cette entreprise-là et que là, je me suis dit: «Bah, je vais faire autre chose». Le fait d'avoir été AED pendant une année, c'est assistant d'éducation. C'était aussi un travail qui était intéressant pour moi parce que j'étais tout le temps debout, je passais souvent de la posture assise à debout et ça a été une année pour moi qui a fait beaucoup de bien à mon corps et en fait, l'année où je vous ai expliqué que justement je me suis mise en entre guillemets «en pause» et que j'ai participé au concours, l'année où j'étais AED, j'avais laissé mon CV qui était chez Cap Emploi. J'avais un peu oublié d'ailleurs et arrivée à la fin de l'année scolaire, j'ai été contactée par une entreprise adaptée pour être recrutée comme graphiste, là-bas. Tu as saisi cette option-là? Exactement, du coup, c'était une très belle opportunité pour moi. C'était, le fondateur, de cette entreprise était vraiment très humain et m'a proposé de venir travailler. Alors j'avais un petit peu peur au début parce qu'il y avait quand même 40 minutes de route, mais au final, quand je suis arrivée là-bas les premières années, j'avais vraiment une adaptation de poste, du coup. Comme c'était une entreprise du secteur adapté, ils savaient, voilà, s'adapter au handicap des personnes qui rentraient dans l'entreprise. Donc quand je suis arrivée, on m'a proposé surtout, d'adapter mes horaires. Donc moi, par exemple, je suis quelqu'un, je peux rester focus très longtemps quand je suis dedans, travailler, toute une journée à fond et travailler tard. Mais par contre, il y a un autre jour, bah, je peux travailler, un petit peu moins et du coup, ça au final, je travaillais plus. Je dirais, je faisais plus d'heures sup, mais je m'y retrouvais parce que je travaillais à mon rythme. Et au début, ça s'est très bien passé. Ça s'est tellement bien passé que, bah, j'étais graphiste, je suis devenue directrice, de création de l'agence. Au début, on était 3. Petit à petit, on est passé, à une dizaine, de personnes. J'avais un travail où je m'épanouissais. Je faisais mon gros du travail là-bas, c'était de concevoir des campagnes de sensibilisation sur le handicap et de faire de la communication visuelle pour, les entreprises et pour, l'entreprise en elle-même. Et ce qui a fait que tout a rebasculé, en fait, c'est une entreprise où, au début, c'était vraiment super. On était une petite équipe et plus l'entreprise grandissait, plus il y avait des enjeux économiques, importants et plus il y avait de pression. Sauf que la pression, au lieu de, bah, moi, de me faire confiance, j'avais quand même fait mes preuves au bout de plusieurs années et dû à mon équipe qui grandissait, les projets qui fonctionnaient. J'avais une pression qui était de plus en plus importante sur la rentabilité et sur la performance. Notre patron voulait qu'on soit aussi performant qu'une entreprise, classique. Sauf qu'il avait tendance à oublier que moi derrière j'avais, alors du coup c'était plus la même personne, pardon. C'est qu'il y avait le fondateur qui lui est parti et là il y a un autre directeur et cet autre directeur, voulait qu'on démontre qu'une entreprise adaptée pouvait être aussi performante qu'une entreprise classique. Ce qui en soi est possible, mais tout en conservant les adaptations de chacun et en mettant les moyens humains derrière pour pouvoir travailler, comme une entreprise classique au même rythme. Donc on y arrivait, hein, mais à quel prix? Bah, pour le coup, moi, ça a été au prix de ma santé.
Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, au moment de ma promotion, je leur ai annoncé le même jour. Donc ils m'ont annoncé que j'étais promue, j'ai annoncé que j'étais enceinte et quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, là, très vite, on a commencé à me pressuriser. Je devais être, beaucoup plus présente, je devais être, encore, plus à tout préparer avant mon départ. Ce que j'ai fait j'ai même, j'avais ma sage-femme qui m'avait demandé d'arrêter, plus tôt. Alors je me suis arrêtée plus tôt, mais elle m'avait demandé de vraiment m'arrêter plus tôt. J'ai réussi à tirer 1 mois de plus parce que je suis quelqu'un de très, loyale, consciencieuse au niveau du travail, je veux pas déranger, je veux tout faire bien, je suis un peu perfectionniste et en fait, c'était même dangereux pour moi et même pour mon bébé à la fin et donc je suis partie en congé maternité, d'abord en arrêt maladie puis congé maternité et quand je suis revenue, une chose qui m'a marquée et je me suis beaucoup effondrée quand, à la suite de mes premiers jours de travail de reprise, j'ai été convoquée et on m'a dit que je devais refaire mes preuves après mon absence. On m'a supprimé, mes adaptations de poste de télétravail et de gestion comme je voulais de mon temps de travail. En fait, toutes mes adaptations qui faisaient que je bossais bien, on me les a enlevées. Donc je me suis épuisée et j'ai fait un burn-out en novembre 2022. En quelque sorte, comme si tu étais redevable de quelque chose, Oui. mais ce temps-là était nécessaire pour toi aussi et personne ne peut travailler avec autant de pression. On comptait que sur toi et donc tu as décidé de partir. Alors c'est plus compliqué que ça. En fait, j'ai été contrainte de partir par, la médecine du travail qui m'ont dit que je ne pouvais pas retourner travailler dans cette entreprise. Mais au début, pour moi, c'était compliqué parce que en fait, c'est une entreprise où au fur et à mesure qu'elle grandissait, l'entreprise s'éloignait peu à peu de mes valeurs, que ce soit en termes de management ou que ce soit en termes commercial. Mais à côté de ça, moi, ce qui me tenait dans cette entreprise, c'est que les projets qui m'attiraient le plus, là où je m'éclatais le plus, c'était les campagnes de sensibilisation au handicap. C'est-à-dire que mon travail, c'était vraiment de sensibiliser sur ce que je vivais et sur ce que mon équipe vivait. Dans mon équipe, justement, c'est ce que j'expliquais quand à un moment donné, on a besoin aussi, si on veut être une entreprise adaptée qui bosse aussi bien qu'une autre entreprise, on a 80 des personnes, des employés qui sont dans cette entreprise, elles ont un handicap. Donc forcément, moi, en tant que manager, ça me demandait encore plus d'adaptation. C'est-à-dire, j'avais ma propre adaptation à moi-même, à mes problèmes de santé et je devais m'adapter à, les différents types de handicap. Par exemple, une fois, j'avais eu, des, stagiaires, avec, autisme, il y avait différents types de handicap, moteurs qui pouvaient impacter sur, la communication. J'avais une super, illustratrice, et graphiste avec moi, qui était vraiment mon assistante, qui elle était malentendante donc je lui faisais les briefs par oral, mais après les briefs par oral, je les réécrivais, je lui renvoyais par mail. Je devais m'assurer que tout était bien clair. Voilà et en fait tout ça, c'était beaucoup de charges de travail, je dirais en plus d'un travail de manager classique et en plus de la production que moi je faisais, parce que je participais aussi à la production, je ne faisais pas que manager une équipe. Bah, forcément, c'était beaucoup de charges et quand moi on a fini par me retirer mes adaptations de poste, beh, ça a cassé l'équilibre et donc je suis partie de cette entreprise avec une grosse frustration parce que ça faisait 6 mois que je bossais sur mon plus gros projet qui était la fresque du handicap. Donc j'ai mené jusqu'au bout la conception de toute la fresque. C'est comme une fresque du climat, mais version handicap. Mais quand je suis partie, bah, j'ai laissé le projet au reste de l'équipe. La veille d'être en arrêt maladie pour burn-out, j'avais fini le travail parce qu'on avait fait une soirée bêta test pour tester avec des chefs d'entreprise, des managers, la fresque du handicap. Donc c'était vraiment super. Pour moi, c'était l'aboutissement. Je voyais bien tout le boulot qui restait à faire et en fait, quand je suis rentrée le lendemain, j'ai eu de la pression des commerciaux qui ont commencé à me dire, «Oh, il faudrait que tu ailles là-bas», c'était à 8 heures de route et à un moment donné, je lui dis: «Mais moi, en fait, j'y vais pas à 8 heures de route, je peux pas physiquement, c'est pas possible» et là, le commercial me dit, «Ah mais c'est ton projet, tu peux quand même y aller» et je lui dis: «Non, mais en fait» et c'est là que j'ai pris conscience de quelque chose. Là, je lui ai dit: «Je ne vais pas mettre ma santé en danger pour une entreprise». Et en fait, c'était déjà ce que je faisais depuis mon retour de congé maternité. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire
Où tu en es aujourd'hui, Capucine? Comment tu travailles? Ma psy m'a dit que l'effondrement peut être un cadeau. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est que, je me suis effondrée, ça a été très violent. J'ai fait un burn-out avec une dépression aggravée. Je me suis relevée grâce à mon conjoint, grâce à ma famille, grâce à mes amis et grâce à des rencontres aussi, d'autres encore belles rencontres. Toujours cette histoire de belles rencontres, des belles rencontres professionnelles et en 2024, du coup, j'étais pas complètement remise. J'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc en janvier, je me suis lancée en tant qu'illustratrice, indépendante. Bravo, hein, c'est vraiment magnifique. Merci. Et donc ta BD, dont tu nous as tant parlé, tu peux Oui. nous dire, quand elle va sortir? Alors ma BD là, elle est en cours de finition. Elle va sortir normalement au printemps 2027. On sera tes premières lectrices, je pense. Comment tu as trouvé, ton éditeur, Capucine? Eh bien, j'ai osé. J'ai osé, je me suis lancée et c'est un peu, ça avec toutes mes rencontres, je me suis jamais, mise de frein, pour aller à la rencontre, des autres, un peu comme si j'avais rien à perdre, disons. J'ai envoyé mon dossier d'édition à différents éditeurs et j'en ai eu un en particulier qui m'a fait une réponse positive et qui m'a proposé de venir le rencontrer à Nantes. Donc j'ai pris le train, je suis allée le voir à Nantes et le feeling s'est super bien passé. J'ai rencontré un éditeur, humain à la hauteur de, comment dire? À la hauteur de tes valeurs. Voilà, c'est ça, à la hauteur de mes valeurs. Ça a bien matché et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Capucine, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es fière aujourd'hui? Fière de tout ce que tu as accompli et de où tu en es aujourd'hui? Oui, je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Comment dire? J'ai pas envie de spoiler, la conclusion de ma BD sur l'acceptation. Mais après toutes ces années, en fait, j'ai enfin accepté mon handicap. Je vis très bien, je vis très bien avec et c'est même un allié, je trouve, parce que, il m'apprend à ralentir et je trouve que dans le monde où on est aujourd'hui, où tout va très vite, où on nous en demande toujours plus, en fait, d'avoir mon corps qui, lui, sait me dire très clairement: «Stop», ça me permet de prendre des temps de vie, qui sont importants. Et je suis fière et tellement motivée à continuer de raconter des histoires pour changer les regards. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui puisque je suis illustratrice, mais je suis une illustratrice, engagée sur des sujets de société. Aujourd'hui, tous mes clients, c'est, des associations ou des porteurs de projets à impact qui questionnent, des sujets de société tels que, l'écologie, le droit des femmes, le handicap, l'éducation. Des sujets qui ont du sens pour toi. Exactement. Ah, déjà, je te remercie, Capucine, pour ce beau témoignage. S'il y a d'autres personnes qui se heurtent au plafond de verre, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message à toutes les personnes qui sont dans le doute, qui n'oseraient pas se lancer? Est-ce que tu souhaiterais leur donner un conseil? Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que, parfois, on peut se sentir fragile, mais en fait, à l'intérieur de nous, on a une force qui est plus grande que ce qu'on peut imaginer et qu'il faut essayer de toucher du doigt, cette force et d'aller de l'avant. On peut se sentir fragile, mais en fait, on ne l'est pas. On est bien plus fort et d'ailleurs, dans le travail, on le voit bien, une personne qui est en situation de handicap, elle a ce besoin de prouver qu'elle est capable, donc elle donne, 10 fois plus que quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Capucine. Merci pour ce beau témoignage, pour tout ce beau partage. Et bravo, on est sûr que tu vas aller très très loin. Merci beaucoup d'avoir écouté Capucine. C'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.